Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture du roman La femme de 30 ans, qui est un roman de Honoré de Balzac, qui a été écrit entre 1829 et 1842. Donc la chronologie de la publication de ce livre est difficile à retracer, dans la mesure où Balzac n'a cessé de retoucher ce texte, le découpant en fragments qui ont été publiés de manière éparse, entre 1829 et 1842 donc, et y rajoutant des chapitres. Et le roman a été réuni sous son ensemble, sous le titre « La femme de 30 ans » en 1842. Donc nous en sommes toujours au premier chapitre de ce livre qui s'intitule « Première faute ». C'est donc l'histoire de Julie de Chastillon qui a épousé le colonel Victor d'Aiglemont, qui est totalement ignoble envers elle. On peut dire qu'elle a subi le viol et désormais, elle est très malheureuse avec lui évidemment, et désormais il la trompe et elle se retrouve donc à cette partie du chapitre chez la maîtresse de son mari lors d'une soirée et elle va se mettre à chanter. Donc on est pile à cet endroit-là. Et je poursuis donc cette lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci. La marquise éprouva de vives émotions en voyant les têtes pressées aux portes et tous les regards attachés sur elle. Elle chercha son mari, lui lança une œillade pleine de coquetterie, et vit avec plaisir qu'en ce moment, son amour-propre était extraordinairement flatté. Heureuse de ce triomphe, elle ravit l'assemblée dans la première partie d'Alpi d'un Salis. Jamais ni la Malibran, ni la Pasta n'avaient fait entendre des chants si parfaits de sentiments et d'intonation. Mais, au moment de la reprise, elle regarda dans les groupes et aperçut Arthur, dont le regard fixe ne la quittait pas. Elle tressaillit vivement et sa voix s'altéra. Madame de Sérisy s'élança de sa place vers la marquise. « Qu'avez-vous, ma chère ? Pauvre petite, elle est si souffrante. Je tremblais en lui voyant entreprendre une chose au-dessus de ses forces. » La romance fut interrompue. Julie, dépitée, ne se sentit plus le courage de continuer et subit la compassion perfide de sa rivale. Toutes les femmes chuchotèrent. Puis à force de discuter cet incident, elles devinèrent la lutte commencée entre la marquise et Madame de Sérisy, qu'elles n'épargnèrent pas dans leur médisance. Les bizarres pressentiments qui avaient si souvent agité Julie se trouvaient tout à coup réalisés. En s'occupant d'Arthur, elle s'était complu à croire qu'un homme, en apparence, si doux, si délicat, devait être resté fidèle à son premier amour. Parfois, elle s'était flattée d'être l'objet de cette belle passion, la passion pure et vraie d'un homme jeune, dont toutes les pensées appartiennent à sa bien-aimée, dont tous les moments lui sont consacrés, qui n'a point de détour, qui rougit de ce qui fait rougir une femme, pense comme une femme, ne lui donne point de rival et se livre à elle sans songer à l'ambition, ni à la gloire, ni à la fortune. Elle avait rêvé tout cela d'Arthur. Par folie, par distraction. Puis tout à coup, elle crut voir son rêve accompli. Elle lut sur le visage presque féminin du jeune Anglais les pensées profondes, les mélancolies douces, les résignations douloureuses dont elle-même était la victime. Elle se reconnut en lui. Le malheur et la mélancolie sont les interprètes les plus éloquents de l'amour et correspondent entre deux êtres souffrant avec une incroyable rapidité.
la vue intime et l'intussusception des choses ou des idées sont chez eux complètes et justes. Aussi, la violence du choc que reçut la marquise lui révéla-t-elle tous les dangers de l'avenir. Trop heureuse de trouver un prétexte à son trouble dans son état habituel de souffrance, elle se laissa volontiers accabler par l'ingénieuse pitié de Madame de Sérizy. L'interruption de la romance était un événement dont s'entretenaient assez diversement plusieurs personnes. Les unes déploraient le sort de Julie et se plaignaient de ce qu'une femme si remarquable fût perdue pour le monde. Les autres voulaient savoir la cause de ses souffrances et de la solitude dans laquelle elle vivait. Eh bien, mon cher Ronquerolles, disait le marquis au frère de Madame de Sérizy, tu enviais mon bonheur en voyant Madame d'Aiglemont et tu me reprochais de lui être infidèle. Va, tu trouverais mon sort bien peu désirable si tu restais comme moi en présence d'une jolie femme pendant 1 ou 2 années, sans oser lui baiser la main, de peur de la briser. Ne t'embarrasse jamais de ces bijoux délicats, bons seulement à mettre sous verre, et que leur fragilité, leur cherté, nous oblige à toujours respecter. Sors-tu souvent ton beau cheval pour lequel tu crains, m'a-t-on dit, les averses et la neige? Voilà mon histoire. Il est vrai que je suis sûre de la vertu de ma femme, mais mon mariage est une chose de luxe. Et si tu me crois mariée, tu te trompes. Aussi mes infidélités sont-elles en quelque sorte légitimes? Je voudrais bien savoir comment vous feriez à ma place, messieurs les rieurs. Beaucoup d'hommes auraient moins de ménagement que je n'en ai pour ma femme. Je suis sûre, ajouta-t-il à voix basse, que Madame d'Aiglemont ne se doute de rien. Aussi, certes, aurais-je grand tort de me plaindre. Je suis très heureux. Seulement, rien n'est plus ennuyeux pour un homme sensible que de voir souffrir une pauvre créature à laquelle on est attaché. Tu as donc beaucoup de sensibilité ? Répondit monsieur de Ronquerolles. Car tu es rarement chez toi. Cette amicale épigramme fit rire les auditeurs. Mais Arthur resta froid et imperturbable. Un gentleman qui a pris la gravité pour base de son caractère. Les étranges paroles de ce mari firent sans doute concevoir quelques espérances au jeune Anglais qui attendit avec patience le moment où il pourrait se trouver seul avec monsieur d'Aiglemont. Et l'occasion s'en présenta bientôt. « Monsieur, lui dit-il, je vois avec une peine infinie l'état de madame la marquise. Et si vous saviez que, faute d'un régime particulier, elle doit mourir misérablement, je pense que vous ne plaisanteriez pas sur ses souffrances. Si je vous parle ainsi, j'y suis en quelque sorte autorisée par la certitude que j'ai de sauver madame d'Aiglemont et de la rendre à la vie et au bonheur. Il est peu naturel qu'un homme de mon rang soit médecin. Et néanmoins, le hasard a voulu que j'étudiasse la médecine. Or, je m'ennuie assez, dit-il en affectant un froid égoïsme qui devait servir ses desseins, pour qu'il me soit indifférent de penser mon temps et mes voyages au profit d'un être souffrant, au lieu de satisfaire quelque sotte fantaisie. Les guérisons de ces sortes de maladies sont rares, parce qu'elles exigent beaucoup de soins, de temps et de patience. Il faut surtout avoir de la fortune, voyager, suivre scrupuleusement des prescriptions qui varient chaque jour et n'ont rien de désagréable. Nous sommes 2 gentilshommes, dit-il, en donnant à ce mot l'acception du mot anglais « gentleman ».
et nous pouvons nous entendre. Je vous préviens que si vous acceptez ma proposition, vous serez à tout moment le juge de ma conduite. Je n'entreprendrai rien sans vous avoir pour conseil, pour surveillant, et je vous réponds du succès si vous consentez à m'obéir. Oui, si vous voulez ne pas être pendant longtemps le mari de Madame d'Aiglemont, lui dit-il à l'oreille. Il est sûr, milord, dit le marquis en riant, qu'un Anglais pouvait seul me faire une proposition si bizarre. Permettez-moi de ne pas la repousser et de ne pas l'accueillir. J'y songerai. Puis avant tout, elle doit être soumise à ma femme. En ce moment, Julie avait reparu au piano. Elle chante à l'air de Sémiramis, son Regina, son Guerriera. Des applaudissements unanimes, mais des applaudissements sourds, pour ainsi dire. Des acclamations polies du faubourg Saint-Germain témoignèrent de l'enthousiasme qu'elle excita. Lorsque d'Aiglemont ramena sa femme à son hôtel, Julie vit avec une sorte de plaisir inquiet le prompt succès de ses tentatives. Son mari, réveillé par le rôle qu'elle venait de jouer, voulut l'honorer d'une fantaisie et la prit en goût, comme il eût fait d'une actrice. Julie trouva plaisant d'être traitée ainsi. Elle, vertueuse et mariée, elle essaya de jouer avec son pouvoir, et dans cette première lutte, sa bonté la fit succomber encore une fois. Mais ce fut la plus terrible de toutes les leçons que lui gardait le sort. Vers 2 ou 3 heures du matin, Julie était sur son séant, sombre et rêveuse, dans le lit conjugal. Une lampe à lueur incertaine éclairait faiblement la chambre. Le silence le plus profond y régnait. Et depuis 1 heure environ, la marquise, livrée à de poignants remords, versait des larmes dont l'amertume, ne peut être comprise que des femmes qui se sont trouvées dans la même situation. Il fallait avoir l'âme de Julie pour sentir comme elle, l'horreur d'une caresse calculée, pour se trouver autant froissée par un baiser froid. Apostasie du cœur, encore aggravée par une douloureuse prostitution. Elle se mésestimait elle-même. Elle maudissait le mariage. Elle aurait voulu être morte. Et sans un cri jeté par sa fille, elle se serait peut-être précipitée par la fenêtre sur le pavé. Monsieur d'Aiglemont dormait paisiblement près d'elle, sans être réveillé par les larmes chaudes que sa femme laissait tomber sur lui. Le lendemain, Julie sut être gaie. Elle trouva des forces pour paraître heureuse et cacher non plus sa mélancolie, mais une invincible horreur. De ce jour, elle ne se regarda plus comme une femme irréprochable. Ne s'était-elle pas menti à elle-même? Dès lors, n'était-elle pas capable de dissimulation? Et ne pouvait-elle pas plus tard déployer une profondeur étonnante dans les délits conjugaux? Son mariage était cause de cette perversité, a priori, qui ne s'exerçait encore sur rien. Cependant, elle s'était déjà demandé pourquoi résister à un amant aimé quand elle se donnait contre son cœur et contre le vœu de la nature à un mari qu'elle n'aimait plus. Toutes les fautes, et les crimes peut-être, ont pour principe un mauvais raisonnement ou quelque excès d'égoïsme. La société ne peut exister que par les sacrifices individuels qu'exigent les lois. En accepter les avantages, n'est-ce pas s'engager à maintenir les conditions qui la font subsister? Or, les malheureux sans pain, obligés de respecter la propriété, ne sont pas moins à plaindre que les femmes blessées dans les vœux et la délicatesse de leur nature.
Quelques jours après cette scène, dont les secrets furent ensevelis dans le lit conjugal, d'Aiglemont présenta Laure de Grenneville à sa femme. Julie reçut Arthur, avec une politesse froide qui faisait honneur à sa dissimulation. Elle imposa silence à son cœur. Voilà ses regards. Donna de la fermeté à sa voix, et put ainsi rester maîtresse de son avenir. Puis après avoir reconnu par ses moyens, innés pour ainsi dire chez les femmes, toute l'étendue de l'amour qu'elle avait inspiré, Madame d'Aiglemont sourit à l'espoir d'une prompte guérison et n'opposa plus de résistance à la volonté de son mari, qui la violentait pour lui faire accepter les soins du jeune docteur. Néanmoins, elle ne voulut se fier à Laure de Granneville qu'après en avoir assez étudié les paroles et les manières pour être sûre qu'il aurait la générosité de souffrir en silence. Elle avait sur lui le plus absolu pouvoir. Elle en abusait déjà. N'était-elle pas femme ? Montcontour est un ancien manoir situé sur un de ces blonds rochers, au bas desquels passe la Loire, non loin de l'endroit où Julie s'était arrêtée en 1814. C'est un de ces petits châteaux de Touraine, blanc, joli, à tourelles sculptées, brodées comme une dentelle de Malines. Un de ces châteaux mignons, pimpants qui se mirent dans les eaux du fleuve avec leurs bouquets de mûriers, leurs vignes, leurs chemins creux, leurs longues balustrades à jour, leurs caves en rocher, leurs manteaux de lierre et leurs escarpements. Les toits de Montcontour pétillent sous les rayons du soleil. Tout y est ardent. 1000 vestiges de l'Espagne poétisent cette ravissante habitation. Les genêts d'or, les fleurs à clochettes embaument la brise, l'air est caressant. La terre sourit partout, et partout, de douce magie enveloppe l'âme, la rendent paresseuse, amoureuse, l'amollisse et la berce. Cette belle et suave contrée endort les douleurs et réveille les passions. Personne ne reste froid sous ce ciel pur, devant ces eaux scintillantes. Là meurt plus d'une ambition. Là, vous vous couchez au sein d'un tranquille bonheur. Comme chaque soir, le soleil se couche dans ses langes de pourpre et d'azur. Par une douce soirée du mois d'août, en 1821, 2 personnes gravissaient les chemins pierreux qui découpent les rochers sur lesquels est assis le château et se dirigeaient vers les hauteurs pour y admirer sans doute les points de vue multipliés qu'on y découvre. Ces 2 personnes étaient Julie et Laure de Grenneville. Mais cette Julie semblait être une nouvelle femme. La marquise avait les franches couleurs de la santé. Ses yeux, vivifiés par une féconde puissance, étincelaient à travers une humide vapeur, semblable au fluide qui donne à ceux des enfants d'irrésistibles attraits. Elle souriait à plein, elle était heureuse de vivre et concevait la vie. À la manière dont elle levait ses pieds mignons, il était facile de voir que nulle souffrance n'alourdissait comme autrefois ses moindres mouvements, n'alanguissait ni ses regards, ni ses paroles, ni ses gestes. Sous l'ombrelle de soie blanche, qui la garantissait des chauds rayons du soleil, elle ressemblait à une jeune mariée sous son voile, à une vierge prête à se livrer aux enchantements de l'amour. Arthur la conduisait avec un soin d'amant. Il la guidait comme on guide un enfant, la mettait dans le meilleur chemin, lui faisait éviter les pierres, lui montrait une échappée de vue ou l'amenait devant une fleur, toujours mue par un perpétuel sentiment de bonté,
par une intention délicate, par une connaissance intime du bien-être de cette femme. Sentiment qui semblait être inné en lui. Autant, et plus peut-être que le mouvement nécessaire à sa propre existence. La malade et son médecin marchaient du même pas, sans être étonnés d'un accord qui paraissait avoir existé dès le premier jour où ils marchèrent ensemble. Ils obéissaient à une même volonté, s'arrêtaient, impressionnés par les mêmes sensations. Leurs regards, leurs paroles correspondaient à des pensées mutuelles. Parvenus tous deux en haut d'une vigne, ils voulurent aller se reposer sur une de ces longues pierres blanches que l'on extrait continuellement des caves pratiquées dans le rocher. Mais avant de s'y asseoir, Julie contempla le site. « Le beau pays », s'écria-t-elle. « Dressons une tente et vivons ici. »« Victor !» cria-t-elle. « Venez donc, venez donc !» Monsieur d'Aiglemont répondit d'en bas par un cri de chasseur, mais sans hâter sa marche. Seulement, il regardait sa femme de temps en temps, lorsque les sinuosités du sentier le lui permettaient. Julie aspira l'air avec plaisir, en levant la tête et en jetant à Arthur un de ces coups d'œil fins, par lesquels une femme d'esprit dit toute sa pensée. « Oh, reprit-elle, je voudrais rester toujours ici. Peut-on jamais se lasser d'admirer cette belle vallée? Savez-vous le nom de cette jolie rivière, milord? C'est la Cise. La Cise, répéta-t-elle. Et là-bas, devant nous, qu'est-ce? C'est les coteaux du Cher, dit-il. Ah, et sur la droite? Ah, mais c'est Tours. Mais voyez le bel effet que produisent dans le lointain les clochers de la cathédrale. Elle se fit muette et laissa tomber sur la main d'Arthur, la main qu'elle avait étendue vers la ville. Tous deux, ils admirèrent en silence le paysage et les beautés de cette nature harmonieuse, le murmure des eaux, la pureté de l'air et du ciel. Tout s'accordait avec les pensées qui vinrent en foule dans leur cœur aimant et jeune. Oh mon Dieu! Combien j'aime ce pays, répéta Julie avec un enthousiasme croissant et naïf. Vous l'avez habité longtemps? Reprit-elle après une pause. À ces mots, Lord Grenville tressaillit. C'est là, répondit-il avec mélancolie et montrant un bouquet de noyers sur la route, là que, prisonnier, je vous vis pour la première fois. Oui, mais j'étais déjà bien triste. Cette nature me sembla sauvage et maintenant... Elle s'arrêta. Lord Grenville n'osa pas la regarder. « C'est à vous, dit enfin Julie après un long silence, que je dois ce plaisir. Ne faut-il pas être vivante pour éprouver les joies de la vie? Et jusqu'à présent, n'étais-je pas morte à tout? Vous m'avez donné plus que la santé. Vous m'avez appris à en sentir tout le prix. Les femmes ont un inimitable talent pour exprimer leurs sentiments sans employer de trop vives paroles. Leur éloquence est surtout dans l'accent, dans le geste, l'attitude et les regards. Lord Grenville se cacha la tête dans ses mains, car des larmes roulaient dans ses yeux. Ce remerciement était le premier que Julie lui fit depuis leur départ de Paris. Pendant une année entière, il avait soigné la marquise avec le dévouement le plus entier. Secondé par d'Aiglemont, il l'avait conduite aux eaux d'Aix, puis sur les bords de la mer à La Rochelle, épiant à tout moment les changements que ces savantes et simples prescriptions produisaient sur la constitution délabrée de Julie. Il l'avait cultivée comme une fleur rare, peut l'être par un horticulteur passionné.
Et c'est là-dessus, sur ces jolis mots, que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et voilà, je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée. Et à très bientôt pour la suite de cette lecture.